Les matins de France Culture. Guillaume Erner. Bonjour Baptiste Morisot. Bonjour. Alors il faut quand même que je vous présente parce que, si on prend l'étiquette, vous êtes philosophe, maître de conférences à l'université d'Aix-Marseille, mais vous êtes un philosophe d'un type un peu particulier parce que vous vous intéressez énormément aux animaux, vous vous intéressez aux animaux, à la piste animale, à la manière d'être vivant face aux animaux, vous avez étudié les traces animales, vous pensez que ceux-ci ont énormément à nous apprendre, y compris d'ailleurs aux philosophes que vous êtes, et vous poursuivez en quelque sorte cette trace avec un beau livre que vous publiez en compagnie de la dessinatrice Suzanne Husky, Rendre l'eau à la terre, alliance dans les rivières face au chaos climatique. Si je devais le résumer à l'aide d'un animal, eh bien cet animal, ce serait le castor. Baptiste Morisot, pourquoi le castor ? Oui, avant de parler de la proposition, il faut parler du problème. Le problème que nous rencontrons, c'est que nous héritons d'une ère du drainage, dans laquelle, sur les continents, notre rapport à l'eau a consisté à évacuer l'eau, à l'accélérer le plus vite vers la mer, essentiellement pour prendre la terre, pour construire nos villes, pour construire nos champs. C'est une politique qui, dans sa dimension systématique, a posé énormément de problèmes, surtout face au changement climatique, puisque la Terre n'est plus capable de retenir l'eau, ce qui crée parallèlement des effets de sécheresse d'un côté et des effets d'inondation de l'autre qu'on connaît bien. Et donc face à ça, le grand enjeu que les hydromorphologues les plus visionnaires défendent, c'est de passer d'une ère du drainage à une ère de la réhydratation. Réhydrater, ça veut dire ralentir l'eau et l'infiltrer dans les sols pour reconstituer les oasis qu'étaient les fonds de vallée, ralentir les crues, lutter contre les sécheresses. Et voilà la beauté de l'affaire. Il s'avère qu'il y a un autre animal que nous, qui depuis 8 millions d'années fait ça spontanément, et qui est le castor. Et de ce point de vue-là, ça devient une sorte d'ambassadeur pour d'autres rapports à l'eau. Ça veut dire que dans l'actualité, il y a eu hélas de nombreuses inondations. Les techniques que nous employons les ont accélérées. Baptiste Morisot, si on reprenait... par exemple, d'autres manières d'envisager notre rapport aux rivières, se inspirer par exemple par le castor, on pourrait éviter certains de ces drames ? Éviter, non. Éviter les drames liés au changement climatique, c'est plus d'actualité. Atténuer et inventer des rapports plus matures, systémiques à l'eau, qui impliquent de la sobriété et faire de la place au milieu dont on a besoin pour continuer à prospérer comme société, ça c'est envisageable. C'est un problème d'alliance, c'est un problème de se serrer les coudes dans un monde qui va devenir profondément turbulent, et c'est plus du tout un problème d'éviter les crises. On voit donc dans ce livre que vous avez donc écrit avec des dessins de Suzanne Husky, on voit par exemple un dessin, on voit une rivière restaurée par les castors. Alors le dessin de Suzanne Husky montre une rivière où les castors ont installé des barrages, comme on le sait, ils ont créé des étangs, ils ont ralenti le cours de l'eau, et on voit la diversité, la faune, bref, tout ce qui peut vivre grâce à ce travail des castors. Oui, c'est très important, à mon sens, les aquarelles de Suzanne dans ce livre, parce que c'est pas du tout des illustrations, c'est vraiment de la pensée en images. C'est une collaboration qui nous a amenés sur le terrain, qui nous a amenés à enquêter ensemble, et qui, elle, lui permet de faire des choses avec les images que moi, je ne peux pas faire avec les mots, ou alors il me faudrait des pages et des pages. Et en vérité, ça marcherait beaucoup moins bien. La puissance de ces images, c'est de montrer cette idée, qui est d'elle d'ailleurs, cette formule que je trouve très belle, le castor amplifie la vie, c'est-à-dire qu'il fait de l'hospitalité pour l'eau, et donc pour toutes les formes de vie associées à l'eau, et aussi pour les formes sociales humaines, les usages de la terre humains qui ont fondamentalement besoin de l'eau. Mais pourquoi le castor se comporte-t-il ainsi ? Pourquoi d'abord construit-il des barrages, Baptiste Morisot ? Essentiellement pour la même raison qu'on construit des maisons, pour se protéger des prédateurs, et pour sécuriser des ressources, et pour aménager son milieu de manière à ce qu'il corresponde plus à ses besoins propres. Et la beauté de la chose, c'est qu'il fait des mondes pour d'autres formes de vie, il hydrate les milieux sur un malentendu. C'est pas son but, hein, il a aucun intérêt pour nous, mais c'est comme ça que ça fonctionne dans le vivant, c'est ça qui est fascinant. C'est un peu la fable des abeilles, mais à l'échelle du castor. Et en ajoutant la dimension fascinante du fait que toutes les formes de vie, en agissant, rendent le monde habitable pour d'autres. C'est ça l'histoire de la vie sur Terre. Mais alors il travaille beaucoup, le castor. Absolument. Il travaille, mais dans une manière, avec un mode low-tech, en circuit court, et sans utiliser de pétrole et de tractopelle, et ça fait une sacrée différence sur la rivière. Bon, mais il a des effets de bouleversement sur le milieu, des effets qui sont considérables, expliquez-vous, dans le livre que vous publiez avec Suzanne Husky, Rendre l'eau à la terre.
Oui. Oui, ce qui est important, c'est qu'au début du XXe siècle, notamment aux États-Unis, des scientifiques ont commencé à documenter des effets invisibles et majeurs de l'activité des castors sur les milieux, notamment dans la capacité à atténuer des sécheresses, à atténuer des vagues de crues et à atténuer des feux, les méga-feux, et bien évidemment à accueillir de la vie. Et donc ce qui nous intéresse, c'est cette idée de porter un autre rapport à l'eau, de changer de culture de l'eau, en mobilisant cet ambassadeur qui est un personnage radical dans la transformation des imaginaires. Et Baptiste Morisot, vous poursuivez donc cette réflexion par rapport à l'altérité animale. Vous invitez donc à repenser notre rapport, notamment au castor. Qu'est-ce que ce serait donc ce rapport avec cet animal? Parce qu'a priori, on est tous, comme vous le dites, attendris par cet animal, qui a une image très sympathique. Oui, bah c'est précisément la partie qui m'intéresse pas. C'est-à-dire que le paradoxe, c'est que nous, on a infantilisé les animaux, on hérite d'une culture d'infantilisation des animaux. Donc le castor, c'est joli, c'est père castor, c'est mignon. Mais en vérité, on rate l'essentiel du problème, à savoir que c'est une force écologique majeure qui est capable de nous aider dans des alliances à traverser des turbulences les plus graves du changement climatique. Et donc, revoir les autres animaux, mais les autres formes de vie en général, les milieux, les forêts, les rivières, comme des puissances qui ne sont pas inférieures, qui ne sont pas minoritaires et dont la prospérité est nécessaire à notre propre survie. C'est pour moi un basculement d'imaginaire qui est majeur si on veut traverser le 21e siècle de manière décente. Mais alors, cette alliance, quelle pourrait-elle être, cette alliance avec les castors, Baptiste Morisot? L'idée d'alliance, c'est une idée qui me semble très forte parce qu'elle a pour vocation de se substituer, ou en tout cas d'incarner un pôle critique envers l'idée de service écosystémique. L'idée de service écosystémique, c'est que la nature, en faisant ce qu'elle fait, génère des bénéfices aux sociétés humaines qui sont pensés comme des services. Quand on les pense comme des services, on assimile les humains à l'économie mainstream qui reçoit ces services. Et souvent, cette économie mainstream, aujourd'hui, elle est littéralement destructrice à l'égard des milieux en question. L'alliance, c'est reconnaître qu'il y a des formes de vie non humaines qui sont insubstituables, qui font des choses que nous ne savons pas faire, que nous ne pouvons pas faire. Les pollinisateurs font des choses que nous ne pouvons et nous ne savons pas faire, et sans eux, nous ne pouvons pas vivre. La faune des sols, c'est pareil. Les forêts, c'est pareil. Les rivières, c'est pareil. Les castors, c'est pareil. Chez le castor, c'est tellement spectaculaire que c'était, pour nous, une entrée majeure pour pouvoir parler de ça. Alors, toujours parmi ces aquarelles de Suzanne Oski, il y en a une qui montre deux rivières. L'une est aménagée par les castors, elle nourrit les nappes phréatiques. L'autre est aménagée par l'homme et c'est très différent. Quels sont justement ces distinguos, Baptiste Morisot? Il y a cette étude sur laquelle on s'appuie qui est très intéressante. Elle est contextuelle, donc elle n'est pas universalisable, mais pour parler du temps de résidence de l'eau dans les terres. Le vrai problème, c'est que les terres sont des éponges. Ils sont censés accueillir l'eau et ce faisant, faire prospérer la vie. Et nous, en drainant la terre, nous avons accéléré le chemin de l'eau. Si on prend la même longueur de linéaire de rivière, une goutte d'eau, elle peut mettre sur 2,6 km² 3 à 4 heures pour traverser le milieu. Avec un milieu castor, elle peut mettre jusqu'à entre 11 et 20 jours. Ça veut dire que la même goutte d'eau reste et elle infiltre et elle se partage dans le milieu et elle tourne dans les végétaux, dans les cultures. Et en fait, c'est là que change complètement la possibilité de l'écosystème à être résilient à ce qui arrive avec le climat transformé. Et alors, il y a une forme d'exemple, puisque donc on peut observer des castors en milieu naturel. On peut aller, par exemple, à la gare des Ramières, c'est sur la Drôme, un centre qui a été construit à cet effet dans la ville d'Alex. Et c'est intéressant, la Drôme, d'abord parce que c'est beau, Baptiste Morisot, mais ensuite parce que la Drôme est justement une rivière qui a été récupérée. C'était une sorte de dépotoir. Et puis, on a réussi à faire en sorte que ce soit aujourd'hui l'une des rivières les plus pures de France. Ce qui est vraiment important dans ce qui se passe aujourd'hui, toute une série de grandes actions de restauration des rivières. On a quand même une très belle culture de restauration des rivières en France qui est en pointe souvent sur les questions écologiques. C'est cette idée de changer de culture politique de l'eau. Et ça veut dire restituer de la place aux rivières. Les rivières ont besoin d'espace pour qu'elles puissent fonctionner et continuer à abriter la vie et la nôtre. Et elles ont besoin d'eau. Et ça implique des enjeux qui sont la question qui fâche, qui sont des enjeux de sobriété radicale dans les prélèvements et les usages de l'eau. Sans ça, régénérer les milieux par des alliances avec d'autres formes de vie n'est pas suffisant. Alors justement, qu'est-ce qui a été fait en matière de sobriété et qu'est-ce qui reste à faire?
ce qui a été fait peu, ce qui reste à faire à peu près tout. À cet égard, je vous renvoie à ce qui est défendu par l'hydrologie régénérative. Et il y a un livre très éclairant de Charlène Descolonges qui s'appelle Fake or Not, qui parle de l'eau là-dessus et qui rend visible le continent invisible de, par exemple, ce qu'on appelle l'empreinte eau. Les milliers de litres qu'on mobilise à chaque fois qu'on mange une amande décortiquée ou un avocat ou qu'on simplement vit. Et ça, c'est fondamental de rendre visible ce qu'on a occulté dans le cycle de l'eau et dans l'ampleur du prélèvement par les sociétés humaines concernant le cycle de l'eau. Eh oui, alors le cycle de l'eau, justement, il est représenté par une autre aquarelle de Suzanne Husky, notamment le cycle de l'eau en été, avec là aussi la manière dont les barrages de Castor aident à retenir l'eau dans le sol. Oui, ça c'est quelque chose qui est assez fascinant. Ça s'appelle le tour de magie de l'eau, dans les mots de Joe Wheaton, l'hydromorphologue, le géomorphologue fluvial qui m'a beaucoup formé. C'est l'idée que l'important de penser, quand on s'intéresse à l'eau, c'est de l'eau vivante, l'eau du monde, l'eau des écosystèmes, c'est qu'il faut penser en termes de temps de résidence, de vitesse et de lenteur. C'est pas un problème de plomberie, c'est pas un problème de flux, c'est pas de l'eau dans des bassines, c'est de l'eau vivante qui circule, qui flue, qui fait des cycles, qui s'infiltre. Et c'est comme ça qu'on peut enfin, je dirais, faire honneur au comportement de l'eau sur la Terre et à tout ce qu'elle nous apporte. En fait, c'est reconnecter, c'est la manière dont vous nommez les choses, la manière dont le Castor reconnecte l'eau à la terre. Baptiste Morisot, qu'est-ce que ça veut dire ? Une manière de diagnostiquer l'une des maladies clés des rivières en France aujourd'hui. C'est ce qui est proposé justement dans l'école de restauration qu'on défend beaucoup dans le livre, la restauration low-tech fondée sur les processus. C'est de dire que le drame, c'est qu'on a déconnecté la terre et l'eau. Les rivières étaient connectées à la terre par le biais des nappes alluviales, par le biais des crues, et en les corsetant dans leur lit mineur, en leur prenant la terre, on les a déconnectés de la terre. Et aujourd'hui, l'éponge du sol est sec et la rivière en est séparée, conséquemment, sécheresse des sols en été et, lorsqu'il y a des grosses pluies, inondation. Mais alors, concrètement, on fait quoi ? Les castors, par exemple, qu'on voit dans la Drôme, ils ont été réintroduits. Comment les choses se passent-elles ? Est-ce qu'il est possible donc de régénérer des fleuves, des rivières ? Parce qu'on voit, par exemple, avec la Seine, à quel point ça a été difficile. Le travail est loin d'être accompli. Donc non, les castors dans la Drôme n'ont pas réintroduit. Et enfin, et surtout, c'est pas du tout un problème de réintroduire des castors c'est un problème de changer de culture de l'eau. Et donc, lorsqu'ils sont là, il s'agit de les favoriser, mais c'est surtout un problème de transformer les politiques générales de gestion des rivières. Alors, quand je parle de rivières, je parle des petits cours d'eau, parce que les castors ne travaillent que sur les petits cours d'eau. Et surtout, c'est un des enjeux clés, parce que les petits cours d'eau sont relativement occultés dans les politiques de l'eau pour des raisons tout simplement qu'il n'y a pas de fond et qu'il y a d'énormes enjeux sur les grands fleuves, des enjeux de sécurité et des enjeux économiques. Et puis aussi parce qu'on n'avait pas forcément les techniques de régénération pour ces milieux. Or, du point de vue de la longueur de rivière, du fait de la ramification des chevelus, c'est 80 à 90% de la longueur des rivières en France. Ce sont ces petits cours d'eau qui sont en tête de bassin versant. Et donc, c'est eux qui sont clés sur les enjeux de sécheresse et sur les enjeux d'inondation, parce que c'est là que le cycle de l'eau commence sur la Terre. Et alors, qu'est-ce qu'on leur fait ou qu'est-ce qu'on devrait leur faire ? Donc j'évoquais. Donc on parle de plus petites rivières encore que la Drôme, ces affluents. Oui, on parle des affluents de la Drôme, exactement. D'abord, j'évoquais, s'il y a des enjeux de sobriété radicale dans les prélèvements. Ensuite, il y a des enjeux de laisser de l'espace aux rivières, ce qui était inconcevable quand il y avait une pression absolue sur le foncier, et notamment une pression agricole. Mais face au changement climatique et aux enjeux de sécheresse, la question se pose à nouveau. Quelle partie de terre on peut restituer à la rivière pour qu'elle nous protège des sécheresses et des inondations, et qu'elle protège la vie au-delà de nous. Et puis ensuite, ce qu'on défend beaucoup, c'est cette approche de régénération low-tech qui est très originale, parce qu'elle consiste à réactiver les processus vivants de la rivière plutôt que de la reconstruire, de la réparer en mobilisant à outrance des tractopelles et des énergies carbonées. Et alors, ça coûte cher malgré tout de réaliser cela ? Ah non, alors c'est très drôle. En vérité, j'avoue que moi, je professe par là une transformation qui est philosophique et qui est même à certains égards
politique, mais l'argument aux États-Unis qui a permis à cette technique d'émerger, c'est un argument économique, comme quoi l'ironie de l'affaire est là. Et ça coûte vraiment... Ça change complètement le rapport à l'argent et c'est l'une des raisons pour lesquelles la montée en généralité, la scalabilité, c'est-à-dire l'augmentation d'échelle, est envisageable. Et oui, c'est pour ça que l'on va se pencher sur cette autre question. Baptiste Morisot, votre livre avec Suzanne Oski, Rendre l'eau à la terre, alliance dans les rivières face au chaos climatique, c'est aux éditions Actes Sud. On va évoquer la manière, justement, en cette période de sécheresse budgétaire, comment l'écologie peut-elle ne pas être reléguée au 2e, 3e, 4e plan. Vous serez rejoint par le politiste Denis Pingot, vice-président de la fondation La Fabrique écologique. 8h sur France Culture. Les matins de France Culture. Guillaume Erner. Nos invités, nous sommes en compagnie du philosophe et maître de conférences à l'université d'Aix-Marseille, Baptiste Morisot. Vous publiez avec la peintre Suzanne Oski, Rendre l'eau à la terre, alliance dans les rivières face au chaos climatique, c'est aux éditions Actes Sud. Vous nous avez expliqué en quoi l'écosystème, la manière dont on traite les rivières, le drainage notamment, était une fausse solution et qu'il y avait une possibilité de régénérer nos rivières avec le low-tech inspiré des castors, comment de l'égoïsme des castors pouvait en quelque sorte naître une solution grâce aux barrages et grâce à la manière dont ils modifient les rivières. Et puis nous accueillons le politiste Denis Pingot. Bonjour. Bonjour. Vous êtes vice-président de la fondation La Fabrique écologique. Vous venez de publier Sortir de l'impasse, le temps de la sociale écologie aux éditions des Petits Matins. Et vous considérez que dans l'impasse politique actuelle, la social écologie peut représenter une solution qui permettrait d'en finir avec un certain nombre de choses que vous jugerez comme relevant des dérives actuelles, le populisme ou la radicalisation d'une partie de la gauche. Mais lorsqu'on est au pied du mur, par exemple au pied du budget, comme vient de l'expliquer mon camarade Jean Lémarie, que faire face à des questions extrêmement concrètes et prosaïques comme la taxation du gaz, Denis Pingot? En matière de fiscalité, comme le disait Jean Lémarie, c'est un outil très important dans une trajectoire de lutte contre le changement climatique. C'est l'un des rares outils qui restent aux mains des États et des nations et des politiques. Et il est certain que si l'on veut atteindre les objectifs qui ont été fixés en matière de réduction des émissions de CO2 et de décarbonation de l'économie, il faut que la fiscalité s'engage résolument dans une voie que moi j'appelle dans mon ouvrage le bonus-malus fiscal climatique, c'est-à-dire une manière d'appliquer à tous les impôts à la fois une pénalité pour ceux qui sont trop émetteurs de CO2 et un gain ou un bénéfice pour ceux qui le sont moins. Et en fait, on s'aperçoit que si on raisonne de cette façon, on pourrait appliquer ce bonus-malus fiscal à l'ensemble des impôts. L'impôt sur les sociétés, c'est très facile car les grandes entreprises sont surveillées de très près par de multiples organismes de contrôle sur leur engagement dans la décarbonation. Donc c'est facile de définir celles qui sont en avance et celles qui sont en retard. Mais on pourrait l'appliquer de la même façon à l'impôt sur le revenu si l'on mettait en place un système de bilan carbone individuel. Et on sait que les émissions de CO2 de ceux qui ont beaucoup de moyens, qui prennent beaucoup l'avion, qui ont beaucoup de 4x4, sont très nettement supérieures aux populations les plus fragiles. Et donc, le système du bonus-malus fiscal pourrait parfaitement s'appliquer aussi à ce type d'impôt. Et alors, dans le budget, on trouve des choses qui concernent, par exemple, votre préoccupation, Baptiste Morisot, votre préoccupation pour les rivières. On voit, par exemple, dans le plan eau, il y aurait donc 500 millions d'euros supplémentaires avec une stratégie spécifique pour la biodiversité. Alors que vous évoquiez il y a quelques instants le fait que le low-tech, donc des mesures peu coûteuses, pouvaient nous aider à retrouver une eau de qualité et retrouver des écosystèmes surtout qui fonctionnent.
J'ai pas regardé ce point, donc je sais pas, je peux pas le commenter la partie du budget. Je vous avoue que sans le regarder, j'ai assez peu d'espoir quant au fait que ça implique une politique de l'eau imaginative ou décente. J'ai l'impression que c'est vraiment ailleurs que ça se joue, et notamment parce que ce n'est pas un problème de biodiversité. C'est vraiment archétypal de l'approche mainstream de dire il y a les enjeux économiques d'un côté et sociaux, et il y a la biodiversité de l'autre, comme une sorte de liste d'espèces. Comme de l'argenterie qu'il faudrait essayer de conserver parce qu'elle est fragile. C'est pas de la biodiversité, c'est les écosystèmes rivières et les écosystèmes rendent la Terre habitable. C'est littéralement les fondements de la possibilité pour nous de continuer à fonctionner comme société. Et donc ça ne peut pas faire l'objet d'une approche séparée et je dirais surnuméraire, comme si on utilisait les excédents de capital simplement pour protéger quelques espèces, parce que quand même la nature c'est gentil. Donc le grand enjeu, il est bien ailleurs et il ne sera pas visible dans ce budget. Et il a à voir avec comment est-ce qu'on change notre culture politique de l'eau. Justement, Denis Pingot, parce que ça fait longtemps que vous vous intéressez à cela. Le premier livre que vous avez consacré à l'écologie était consacré à José Bové, c'était en 2001. Et lorsqu'on entend Baptiste Morisot, il dit voilà, finalement, il n'y a pas de séparation entre d'un côté des choses qui questions sociales et questions écologiques, oui. Et alors, pourquoi ça ne marche pas? Pourquoi ça ne prend pas dans l'opinion? Je suis peut-être trop dur, d'ailleurs, Baptiste Morisot. Moi, je me méfie des déclarations selon lesquelles on serait dans une situation où l'opinion, en gros, est très rétive à l'idée de la transition et où les questions écologiques seraient uniquement portées par des couches sociales plutôt privilégiées. C'est les fameux bobos qui votent écolo et les classes populaires qui votent Rassemblement national. Je crois qu'il faut distinguer deux choses. Je pense qu'il y a une prise de conscience des risques climatiques et des risques écologiques qui est beaucoup plus diffuse que ce qu'on croit, y compris dans l'ensemble des milieux de la population. Ne serait-ce que pour une raison très simple, c'est qu'en matière de risques climatiques, inondations, grande chaleur, ce sont les catégories les plus fragiles et les plus pauvres qui subissent la double peine d'abord parce que ils habitent dans des logements mal isolés ou ils ont des maisons construites de manière plus ou moins légale dans des zones inondables et ce sont eux qui subissent ces catastrophes climatiques. Donc je ne crois pas qu'il y ait, en termes de prise de conscience, un écart gigantesque entre les couches les moins favorisées et les couches les plus favorisées de la population. En revanche, c'est autre chose en termes de traduction politique et électorale. Parce que dans les milieux populaires, il y a l'idée fausse, mais qu'il s'agit de combattre et d'essayer de convaincre que l'écologie, par définition, est une écologie punitive, alors que la social-écologie est précisément un projet qui consiste à imbriquer de manière très serrée la question climatique et la question sociale et de faire en sorte qu'il n'y ait pas cette fausse opposition entre la fin du mois et la fin du monde. Jean Lémarie. Dans son discours, le Premier ministre met sur le même plan, ce sont ces mots, dette financière et dette écologique. Oui, c'est une très jolie astuce de communication, mais l'un n'a rien à voir avec l'autre. La dette économique et la dette financière, c'est une dette qu'on doit rembourser à un moment ou à un autre. Donc, il faudra bien d'une façon ou d'une autre que cette dette soit remboursée. La dette écologique, qu'est-ce que c'est? Soit on parle de la dette passée, c'est-à-dire le fait que on a rempli l'atmosphère de CO2 du fait du mode de développement depuis des décennies, mais ce stock de CO2 dans l'atmosphère, il ne va pas disparaître d'un coup de baguette magique. Il est là pour des centaines d'années. Donc quand on parle de dette écologique, on parle plutôt du futur et du fait qu'il ne s'agit pas d'aggraver encore un peu plus cette question et donc qu'il faut s'engager résolument dans une réduction des émissions de CO2, donc dans des politiques climatiques qui soient favorables à ces réductions. Donc les mettre sur le même plan, c'est assez joli sur le plan sémantique, ça n'a strictement rien à voir. Baptiste Morisot. J'avoue que je me sens, moi, assez distant à l'égard de cette question-là parce que j'ai des problèmes sérieux à résoudre et donc, à mon sens, ces formulations budgétaires, vous l'avez évoqué, on sent bien la situation politique, et comment dire, dans son hétérogénéité, ses tensions et à certains égards, ses impasses. Donc,
Pour moi, c'est ailleurs que ça se joue. Les endroits où c'est vivant politiquement aujourd'hui, pour moi, ont beaucoup plus à voir avec des luttes sur le terrain, avec des endroits de composition qui sont très importants. Moi, je suis actuellement plus intéressé par ce qui se passe dans les soulèvements de la terre qu'au gouvernement, notamment pour des questions d'alliance et de composition. C'est ça qui est très fort. Imaginez des compositions entre des luttes sociales, des luttes écologiques et des usagers de la terre. La Confédération paysanne, c'était des alliances qui étaient très difficiles à imaginer et qui sont actuellement, paradoxalement, plus efficaces, plus porteuses que celles qui se balbutient au gouvernement. Jean-Lémarie. Mais les lois se votent encore au Parlement et la question toujours la même, c'est celle de la jonction précisément entre ces différentes sphères. Absolument. Elle se fait où la jonction aujourd'hui? Est-ce qu'elle a lieu quelque part? Baptiste Morizot. Actuellement, elle ne se fait pas et on est dans une situation très compliquée quand on porte des politiques progressistes de gauche écologique, ce qui, moi, m'anime. Et on sent bien qu'on est en train de rentrer dans un hiver sur les questions écologiques et à certains égards sociales. Typiquement, c'est ce que la composition du nouveau Parlement européen montre. Clairement, il y a un enjeu à reconstituer les forces politiques électorales. Bien sûr qu'il y a une complémentarité absolue entre la politique électorale, parce que c'est là que se joue l'essentiel de nos politiques publiques et donc de nos usages de la terre ensuite. Mais la question, c'est de trouver à quel endroit ça bouge et à quel endroit c'est coincé pour pouvoir s'engouffrer dans les brèches. Et donc, moi, c'est ça qui m'anime aujourd'hui. Et c'est aussi une manière de parier sur une autre génération, sur une génération qui arrive, sur une génération qui est en train de se politiser et sur laquelle il ne faut pas faire porter toute la pression, mais qui, à mon sens, est capable de jouer un rôle dans la donne politique. Qu'est-ce que vous en pensez, Denis Pingour? Moi, je crois que on sous-estime beaucoup, au-delà des mouvements un peu spectaculaires qui se manifestent lors de grands projets, lors des méga-bassines, dans la terre, etc. On sous-estime le fait qu'en France, il y a un terrain, un terreau d'actions locales, diverses, variées, de tas de gens qui s'engagent de manière ordonnés ou désordonnés, mais qui essayent chacun à leur niveau, souvent au niveau local, de faire des choses pour l'écologie. Alors ça peut toucher à la biodiversité, ça peut toucher aux boucles énergétiques par exemple, où des gens se rassemblent pour essayer de constituer une forme d'autonomie énergétique avec les énergies renouvelables. Ça peut concerner beaucoup de terrains, et le problème qu'il y a aujourd'hui, c'est que cette effervescence locale est très peu captée et orientée par ceux qui sont censés représenter politiquement l'écologie, que ce soit les écologistes ou la gauche aujourd'hui. Pourquoi ? Parce que les partis qui constituent aujourd'hui l'alliance qu'on appelle le Nouveau Front Populaire sont en réalité, on l'oublie toujours, des groupuscules. C'est-à-dire, c'est des partis qui... Des groupuscules, oui. C'est-à-dire, c'est des partis qui rassemblent en gros 10 000 militants. Les écologistes, c'est 10 000 militants qui votent même pas au Congrès. Et dans ces 10 000 militants, il y a environ 1500 élus à tous les niveaux, nationaux, régionaux, locaux. Bon, mais ça, c'est le lot de quasiment tous les partis aujourd'hui. Aujourd'hui, oui, mais ce n'était pas le lot il y a... Donc, ces partis, en réalité, sont des partis qui fonctionnent presque en autarcie sur un système qui est la reconduction de leurs mandats, et notamment leurs mandats nationaux. Et il ne faut pas oublier que l'enjeu de la NUPES et du Nouveau Front Populaire avec le système des candidatures uniques, c'était fondamentalement pour chacun des partis qui ont participé le fait de préserver leur groupe parlementaire et par là même leur financement politique. Baptiste Morizot. Oui, moi je voudrais basculer sur un registre dans lequel je suis plus à l'aise, qui est un registre plus analytique à l'échelle donc peut-être même philosophique de moi, mon interprétation que je voudrais vous proposer, elle est très balbutiante, d'une partie du vote, notamment populaire, qui se retourne, par exemple, vers le Rassemblement national, alors même que c'est des habitants, des citoyens qui sont frappés par les effets du changement climatique. J'ai l'impression que ce qui se joue justement dans l'opposition biodiversité-économie, c'est un sentiment, en fait, partagé que des plus légitimes, des moins légitimes que nous, passent avant nous.
Moi, j'ai l'impression qu'ici, il y a une clé pour comprendre pourquoi l'écologie politique peut être attaquée aussi bien que la gauche peut être attaquée. Dans la gauche, et peu importe en fait qui est intégré dans ce concept de moins légitime que nous qui passe avant nous, ça peut être des étrangers, des immigrés, ça peut être des minorités, ça peut être des grenouilles, ça peut être la nature. Au fond, peu importe, c'est une sorte de signifiant vide. Et finalement, c'est ce raisonnement-là qui, d'un certain point de vue, ce raisonnement pulsionnel qui est la clé. Comment est-ce qu'on arrive à transformer la nature de la conversation de manière à empêcher que le réflexe spontané et qui est à certains égards compréhensible, ce soit des moins légitimes que nous passent avant nous et donc retournons-nous vers ceux qui décideront que nous passerons toujours avant. Mais c'est étrange parce que dans le rapport aux animaux, alors quand vous évoquez une alliance avec les castors, on voit, quand on vous lit de quoi vous parlez, mais en réalité, lorsqu'on entend la formule la première fois, on ne voit pas très bien à quoi ça correspond. En revanche, la sensibilité à la cause animale, ça c'est quelque chose de très acquis aujourd'hui et c'est allé assez rapidement finalement. Oui, mais pour moi, c'est vraiment deux questions disjointes, même si à beaucoup d'égards, je rejoins cette cause. Là, moi, ce qui me fascine, c'est plutôt de travailler l'animal. La question animale est pas clé ici. Et même, pour être honnête, moi, je m'intéresse aux vivants avant tout et aux forces vivantes. Justement, quand on parle de sensibilité aux questions animaux, les animaux sont pensés comme des individus, des personnes dont il faut prendre soin. Moi, je vous parle de forces qui rendent le monde habitable. Et donc, à ce moment-là, il ne s'agit pas de faire passer les grenouilles avant les humains. Il s'agit de faire passer les milieux qui rendent la vie habitable avec nous dans la possibilité de continuer à vivre. C'est étrange parce que j'ai l'impression que votre raisonnement est beaucoup plus holiste, comme s'il s'agissait d'un tout à prendre. Vous savez, les oppositions classiques entre holisme et individualisme, et donc vous considérez que c'est le tout à prendre. Mais c'est pas moi qui le considère, c'est la vie sur Terre qui le considère. C'est comme vision ça des fonctionnent les écosystèmes. Les écosystèmes sont construits dans des interdépendances dans lesquelles c'est le tissage de la vie qui rend la vie possible. C'est pour ça qu'on mange des fruits et des légumes tous les jours, c'est à cause de ça. Bon, alors je continue à embêter Denis Pingot. Cette fois-ci. Je voudrais rebondir là-dessus parce que pour moi, la social écologie, c'est pas simplement de dire on va faire un peu de social et un peu d'écologie. C'est un projet qui se fonde sur trois choses. Le premier, c'est réfléchir sur la notion de progrès. Qu'est-ce que c'est que le progrès ? Et donc, par définition, qu'est-ce que c'est que la croissance, qui est aujourd'hui une espèce d'exercice comptable qui n'a pas beaucoup de sens. Et donc, c'est un vrai sujet de réflexion sur lequel de nombreux économistes se sont penchés. Le deuxième pied du trépied, c'est la démocratie à tous les étages, c'est-à-dire favoriser au maximum les initiatives à tous les niveaux de la société. Et le troisième, c'est changer de langage. Et changer de langage politique, ça passe, me semble-t-il, par l'instauration d'un dialogue avec le vivant. C'est pour ça que j'étais très intéressé par le livre de Baptiste Morisot, c'est-à-dire être en capacité de raisonner sur ces questions d'écosystème en engageant le dialogue avec le vivant. Philippe Descola a écrit des choses là-dessus très intéressantes, ou Sandra Lavorel. C'est l'idée que, au fond, nous n'avons pas la vérité infuse, nous les humains, par rapport à ce qu'on appelle la nature, et que nous sommes partie prenante d'un système avec les vivants qui fait que pour créer les conditions d'habitabilité durable sur Terre, et donc contribuer à la lutte contre le changement climatique, il faut engager ce dialogue. Baptiste Morisot. Ben oui. oui. Si vous voulez, c'est quand même, à certains égards, ici il y a des actualités politiques, mais le changement politique du logiciel le plus profond, le plus architectonique de la modernité, c'est de ça dont on essaie de parler dans le livre et c'est de ça qu'il s'agit ici. La modernité a été profondément émancipatrice à beaucoup d'égards et il y a un héritage magnifique qu'il faut protéger et à d'autres égards, elle a été d'un aveuglement absolument colossal. Mais ça veut dire que vous n'attendez rien. Je sais pas, la COP28 par exemple, est-ce que vous en attendez quelque chose ? COP29. Non, mais je vous... c'est pas du tout mon problème. Mon problème, c'est de commencer à poser les bases de la manière dont il va falloir repenser nos relations avec le monde vivant pour traverser le siècle qui vient. Et donc la COP, bien évidemment, c'est très important à beaucoup d'égards, mais ici, ce dont j'essaie de parler, c'est comment, ne serait-ce que ça, simplement cette phrase, savoir que les milieux vivants autour de nous rendent notre vie possible. C'est eux qui rendent le monde habitable. Dès que vous acceptez cette phrase, qui est
factuellement fondée. Les formes politiques sont obligées de bifurquer, sous des formes que j'ignore encore, mais le premier point du chemin est là. La COP29, Denis Pingot. Bon, je crois qu'on n'en entend pas grand-chose. Ça sera de nouveau une réunion internationale avec des grandes déclarations, mais il est peu probable que les choses changent fondamentalement. Je voudrais juste rebondir sur un point qui me semble très important par rapport à ce qu'a décrit Baptiste dans son livre, notamment sur l'aménagement des rivières et le corsetage des rivières. C'est qu'on vit aujourd'hui avec un concept qui s'appelle l'utilité publique, qui est un concept qui date du 19e siècle, et qui, en gros, domine aujourd'hui dans tous les projets d'aménagement et continue de dominer dans tous les projets d'aménagement. C'est ce qu'on appelle les fameuses enquêtes d'utilité publique. Et ce concept est fondé sur l'idée, en gros, que la notion de progrès, d'aménagement, supporte le fait qu'il puisse y avoir des dégâts, soit humains, c'est le fait qu'on, par exemple, on exproprie des gens parce qu'on va construire un aménagement quelque part, et c'est parfaitement légal, et bien sûr ces personnes sont dédommagées, mais l'utilité publique considère aussi qu'il peut y avoir des dégâts sur l'environnement et que ça fait partie de la notion de progrès. Et ça, c'est un point fondamental et qui explique notamment les crispations très fortes qui peuvent exister aujourd'hui sur tous les grands projets d'aménagement entre ceux qui défendent le bien commun en disant il n'est pas question de couper des arbres ou je ne sais quoi, et ceux qui, au nom de l'utilité publique telle qu'elle a été conçue au XIXe siècle, disent ah ben on a fait des enquêtes, on a tout regardé, les commissions ont donné leur accord, donc on peut y aller. Un mot de conclusion, Baptiste Morisot, s'il y avait donc effectivement une représentation des choses à modifier ou peut-être des actions à entreprendre. Non, mais voilà, là, on a de l'eau dans des gobelets en carton. Et en fait, elle vient pas de nulle part. Elle vient de cycles de l'eau qui sont dépendants de la vie sur Terre, c'est-à-dire des écosystèmes terrestres, de la végétation, par le biais de ce qu'on appelle les petits cycles de l'eau. Et ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est la biosphère et son fonctionnement en santé qui rend nos vies possibles et qui nous permet de boire de l'eau dans des gobelets en carton. À partir de là, comment les choses se recomposent? C'est la question ouverte. Un mot de conclusion, Denis Pingot. Mot de conclusion sur la social-écologie. Sur la manière dont on peut changer les choses et changer les représentations, puisque donc je vais pas reprendre votre bibliographie, mais en 2001 vous évoquiez Beauvais, ensuite il y a eu la campagne ratée de Jadot. Oui. En réalité, mon analyse, c'est que face au risque de la prochaine grande échéance électorale, qui est l'élection présidentielle, et au risque majeur de l'élection de Marine Le Pen, la seule chance d'empêcher en quelque sorte l'arrivée de Marine Le Pen à l'Élysée, c'est qu'émerge d'une manière ou d'une autre une candidature qui soit la candidature de la social-écologie ou de l'écologie sociale, ne nous arrêtons pas sur les mots, mais qui propose un projet, un chemin, qui à la fois soit un chemin de rupture avec le modèle dominant, mais en même temps un chemin de raison, c'est-à-dire qui accepte le fait d'essayer de coaliser, de faire des compromis, de faire en sorte de réunir une majorité électorale, ce qui n'est pas actuellement le chemin pris par ce que l'on appelle le nouveau Front populaire. Denis Pingot, Sortir de l'impasse, le temps de la social-écologie, c'est aux éditions des Petits Matins. Votre livre, Baptiste Morisot, en compagnie de Suzanne Husky, Rendre l'eau à la terre, Alliance dans les rivières face au chaos climatique, c'est aux éditions Actes Sud. Dans quelques instants, le point sur l'actualité.